la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui reste encore dans la mémoire collective. Mais surtout, cette dernière guerre a vu la conception d'engins mécanisés essayant de renverser son cours. Nous allons nous attarder sur un char allemand qui entrera dans la légende des plus gros blindés de la Seconde Guerre mondiale. Le char Tigre. Depuis l'invasion de la France en 1940, le Panzer allemand s'est toujours adapté aux chars qui s'opposent à lui. Or, on a toujours dit que le char lourd Panzer VI Ausf E Tigre I a été conçu face à la menace que représentait le char moyen soviétique T-34-76. En réalité, le char lourd Tigre I est conçu pour faire face dans un premier temps aux infantry tanks anglais qui sont lourdement blindés. 26 mai 1941, au Berghof. Adolf Hitler organise une conférence et réunit les responsables de l'armement pour lancer la conception d'un nouveau Panzer de 45 tonnes désigné VK4501. Il frappe du poing sur la table et veut la conception d'un nouveau Panzer capable de s'opposer aux infantry tanks anglais, car le blindage est pratiquement imperméable face aux Panzer III et IV. Il demande à Henschel et Porsche de travailler sur ce futur Panzer, et le délai de livraison doit être durant l'été 1942. Henschel et Porsche analysent le projet et prennent conscience des nouvelles directives techniques qui sont fixées. Le blindage prévu est jugé insuffisant pour faire face aux pièces anti-chars de dernière génération. Désormais, la protection doit atteindre une épaisseur de 100 mm en frontal et de 60 à 80 mm sur les flancs. Pour ce qui est de l'armement, Hitler souhaite que l'équipage puisse compter sur une pièce capable de percer une plaque d'acier de 100 mm d'épaisseur à 1500 mètres de distance. Et c'est là toute la difficulté, trouver le canon qui pourra être fixé sur le char. En effet, les exigences balistiques excluent le 8,8 cm Kampfwagenkanon 36L sur 56, qui ne perfore que 91 mm de blindage. Mais des contrats ont déjà été signés avec Krupp pour la finalisation de ces pièces à destination du VK3001. Rheinmetall propose quant à lui son 8,8 cm Flak 41 de 74 de calibre. Et cette proposition est l'une des préférences d'Hitler, car il retient les performances balistiques de son Flak 41, qui sont très élevées, avec 192 mm d'acier perforé à 1000 mètres, sous réserve que sa culasse puisse s'adapter à la tourelle du char de Porsche. On envisage également de placer un canon à très haute vitesse initiale, le Waffe 0725 pour le VK3601H. L'armement du futur VK4501, futur Tigre 1, pose de nombreux problèmes, car une pièce aussi performante demande une tourelle volumineuse pour y caser la culasse. Les modèles construits par Krupp ont un puits trop étroit pour une telle installation. De ce fait, le 8,8 KWK-36 est un choix par défaut dans l'attente d'un véhicule capable d'accepter un canon plus puissant, en l'occurrence le futur Tigre 2. Porsche et Henschel reprennent les plans des anciens programmes et vont travailler durement pour mettre au point un char lourd dans les délais, bien que ceux-ci soient courts. Car sur le front de l'Est, la situation devient de plus en plus difficile. Les soviétiques dévoilent petit à petit leur matériel, comme les BT, le T-26, le T-28 et autres T-35 détruits par la Wehrmacht qui sont remplacés par les T-34-76 et les KV-1 qui ont un blindage extrêmement épais. Mais suite au conflit d'intérêts à l'instigation du professeur Ferdinand Porsche, la conception du VK4501 va devenir compliquée. Les ingénieurs de Porsche reprennent le prototype du Léopard, mais le travail reste titanesque et ils doivent revoir leur plan.
L'armement principal est définitivement entériné avec une pièce de 8,8 cm KWK-36. Pour les dirigeants du programme, cette solution n'est que temporaire dans l'attente de l'achèvement du 8,8 cm Flak 41 de Rheinmetall qui est considéré comme le plus puissant. Le 21 juin 1941, le professeur Porsche est sollicité par le RE Waffenamt pour savoir si le Flak 41 peut être greffé sur la tourelle. Le 10 septembre, une réponse arrive et elle est négative. Le Flak 41 ne peut pas s'adapter à la tourelle. Finalement, les 100 premiers Panzers seront équipés de la pièce 8,8 cm KWK-36L/56 pour éviter que la production ne soit réalisée pour rien. Dans le même temps, un contrat est signé avec Krupp pour fournir plus de 100 châssis complets. Ce sont les usines de Nabelung-Genwerk qui sont chargées de l'assemblage final. Le dessin des 8 premières tourelles intègre les côtés assez bas et un toit plat. Le centre, qui est surélevé, permettra au canon de disposer d'un grand arc d'élévation. Par contre, les 92 autres tourelles bénéficieront de flancs relevés et d'un toit en pente. Cette seconde option sera la forme du futur char Tigre. Pour la motorisation, c'est ce qui va demander le plus d'efforts aux ingénieurs. Malgré l'intensification des essais du Léopard, le système est encore loin, très loin d'être au point. Suite à l'augmentation de la masse due à l'augmentation du blindage frontal à 100 mm, les V10 voient leur cylindre unitaire passer de 10 à 15 litres. Ne possédant pas suffisamment de Blockster rapidement, les ingénieurs allemands décident d'installer 2 mécaniques d'origine Porsche type 101/1 qui refroidissent par l'air. La puissance est de 310 chevaux et est couplée à 2 générateurs Siemens de 275 kW. Le courant produit est utilisé par 2 moteurs électriques disposés sur chaque chenille. Le pilote doit manœuvrer en régulant l'énergie fournie aux 2 blocs propulseurs. L'intégration de tels composants n'est pas sans conséquence sur l'architecture du char. Ces nouvelles mécaniques imposent de redessiner le compartiment moteur, tandis que les rouleaux transmettant la puissance sont déplacés à l'arrière de la caisse. Le train de roulement subit aussi son lot de modifications. Pour réduire la pression au sol, on adopte des chenilles de 600 mm de large. En somme, les 2 rouleaux porteurs inaugurés sur le type 100 sont abandonnés. La suspension conserve quant à elle les barres de torsion longitudinales, exactement comme sur le Léopard. Le problème, c'est que toutes ces améliorations font grimper le poids en flèche, et avec presque 60 tonnes, le char dépasse le cahier des charges, qui spécifiait qu'il devait atteindre 45 tonnes. Le 5 mars 1942, le Waproof 6 donne au prototype la désignation officielle de Panzer VI Ausführung P VK4501P. L'inspecteur des Panzertruppen le référence comme Panzer VI Aus P 8,8 cm SD KFZ 181. Cette appellation est reprise dans les manuels d'entraînement et de maintenance. Mais le blindé est plus communément appelé Tiger P, Tiger P1 ou Porsche Tiger. Le premier char Tigre est terminé juste avant sa première démonstration en avril 1942. Un second char est terminé en juin 1942 et il est envoyé au centre d'essai de Kummensdorf pour des tests de feu et de mobilité. Malgré un fonctionnement imparfait, le prototype numéro 1 est préparé pour la confrontation avec Henschel, qui lui aussi a préparé son prototype. Henschel va intégrer la tourelle construite par Krupp de 8,8 cm. Les ingénieurs ne sont vraiment pas enchantés de cette nouvelle directive, car la caisse doit être de nouveau redessinée. La tourelle, armée de 8,8 cm, est trop large. En 3 semaines, un nouveau plan est proposé, et avec la tourelle de Krupp, la masse de l'engin a atteint les 58 tonnes, ce qui est beaucoup trop par rapport à ce qui est demandé. Pour mieux répartir la surcharge, le train de roulement passe à 3 galets au lieu de 2. C'est très efficace, mais ça complique l'entretien et la réparation des roues intérieures tout en augmentant la largeur du blindé.
Pour réduire la pression au sol, la largeur des chenilles passe de 520 mm à 725 mm. Pour ce qui est du moteur, il s'agit d'un moteur 12 cylindres en V, modèle HL210 P45, cubant 21 353 cm3, qui est monté dans le compartiment moteur. Un moteur de 650 chevaux à 3000 tours par minute, ce qui permet au char d'atteindre la vitesse maximale de 40 km/h. Mais les techniciens remarquent des surchauffes. Donc, ils élargissent la caisse du prototype pour éloigner les radiateurs de la source de chaleur. Les ingénieurs qui travaillent sur le char doivent faire vite, car Hitler souhaite voir des prototypes le jour de son anniversaire, soit le 20 avril 1942. Malgré tout, le VK4501H est entre guillemets terminé pour les essais des prototypes Henschel et Porsche. Le 17 avril 1942, les nouveaux prototypes sont conduits en Prusse orientale au quartier général d'Hitler à Rastenburg. « 19 avril 1942. Les deux engins arrivent devant un parterre d'officiels spécialement venus pour assister au débarquement de ce nouveau char. Débarqués par une grue, les deux chars doivent rejoindre par leurs propres moyens les quartiers du Führer situés à 11 km. Mais la démonstration commence mal du côté Porsche, car le char s'embourbe au bout de quelques mètres seulement. Ferdinand Porsche, en colère, refuse l'aide proposée par les chefs ingénieurs d'Henschel, qui lui proposent de remorquer l'engin avec leur propre prototype. Finalement, le prototype de Porsche est tiré de ce mauvais pas grâce à plusieurs semi-chenillés qui unissent leurs forces motrices. Et cette manœuvre sera répétée à plusieurs reprises durant ces 11 km. Pendant que le prototype de Porsche s'enlise et s'en sort du mieux qu'il peut, le prototype de Henschel, lui, a un sérieux problème de surchauffe au niveau du moteur. Et ce n'est pas le seul souci car l'embrayage et la boîte de vitesse présentent des signes de faiblesse. Mais finalement, malgré les nombreux soucis constatés ces 11 km, les deux chars arrivent à destination. Le lendemain, la présentation doit se faire devant les yeux d'Hitler en personne. La présentation dynamique est à l'avantage du prototype Porsche, qui réussit à atteindre la vitesse de 50 km/h. Hitler est impressionné, car le prototype de Henschel, lui, ne réussit à atteindre que 40 km/h suite aux nombreuses surchauffes. Le choix n'est pas encore arrêté, car l'ingénieur en chef du prototype de Henschel demande une démonstration de mobilité. En somme, il compte bien démontrer l'enlisement du prototype de Porsche et souhaite marquer des points devant Hitler. Comme prévu, le prototype de Porsche s'enlise devant les yeux d'Hitler et pour ne rien améliorer, les électromoteurs commencent à prendre feu en fin de journée. De nouveaux tests auront lieu en mai 1942, mais finalement le prototype de Henschel est adopté. Il est jugé plus simple, mécaniquement parlant, à utiliser. Un nouveau nom est adopté pour ce nouveau prototype. Le VK4501H devient le char Tigre. Les lignes de l'engin sont fixées et immédiatement, les premières commandes sont lancées. D'août 1942 à août 1944, les usines Henschel assembleront 1349 Tigre 1. Loin d'être parfait du fait d'une mise au point précipitée, le Panzerkampfwagen 6 Ausf E va subir quelques évolutions tout au long de sa carrière. Car en septembre 1943, un nouveau modèle, VK02, armé cette fois d'un canon de 8,8 cm L71, voit le jour. Ce sera le futur Tigre 2. Le Tigre 1 sera utilisé dans les milieux désertiques, comme l'Afrique du Nord et le sud de l'Union soviétique. Du coup, les Tigre 1 sont équipés en novembre 1942 de préfiltres à air Pfeiffer, qui sont installés à l'arrière du compartiment moteur. Ce genre de filtre permet de retenir la plus grande partie des saletés aspirées par l'admission d'air. Ce système, bien qu'il soit efficace, va disparaître en octobre 1943 à cause de son coût. Les échappements, qui sont repérables la nuit à cause de leur rougeoiement, seront remplacés par des modèles bombés. À l'intérieur, pour manœuvrer le char, il y a un volant qui fonctionne au travers d'une transmission hydraulique.
Si le volant dysfonctionne, le pilote peut utiliser 2 leviers de secours qui sont placés de part et d'autre de son siège. Le pilote peut faire tourner son char sur place en mettant en mouvement les 2 chenilles dans des sens de rotation inversés. Malgré son poids, le Tigre 1 peut pivoter rapidement pour placer la face avant de son char, qui est la partie la mieux protégée face à la menace potentielle. Les 650 à 700 chevaux font qu'il a une performance plutôt correcte. La vitesse de pointe est de 38 km/h. Selon d'autres sources, le Tigre 1 peut aller jusqu'à 45 km/h sur route. En tout-terrain, en revanche, le char atteint 15 km/h. Les trajets de liaison sont effectués en moyenne à 20 km/h. Les 38 km/h ne sont pratiquement jamais atteints et généralement, en tout-terrain, le char ne dépasse pas 10 km/h. Pour ce qui est du réservoir, le Tigre 1 a 4 réservoirs contenant 540 litres et peut effectuer 200 km sur route et 120 km sur tout terrain. Mais généralement, la distance effectuée par les équipages du char ne va pas au-delà de 125 km sur route et 80 km sur tout terrain. Le blindage, comme nous en avons déjà parlé auparavant, est de 100 mm d'épaisseur à l'avant, tandis que les flancs et l'arrière sont protégés par des plaques de 80 mm. La tourelle, elle, présente un mantelet en acier moulé de 120 mm. Mais certaines sources disent que c'est en réalité 145 mm. Le but de ce blindage est que ce Tigre 1 puisse résister à tout. Mais les ingénieurs n'ont pas pensé à une chose: les chasseurs bombardiers, qui eux attaquent par le haut avec canons ou des roquettes. Car oui, le blindage du toit de la tourelle ne mesure que 25 mm d'épaisseur et donc est plus que vulnérable aux chasseurs bombardiers. En mars 1944, le toit fera l'objet d'une amélioration au niveau du blindage, puisqu'il augmentera à 40 mm. Le tourello de forme circulaire du chef de char est remplacé par un modèle moulé en goutte d'eau, qui est équipé d'une écoutille à fermeture coulissante horizontale et d'épiscope. Et en février 1944, un anneau blindé fait son apparition à la base de la tourelle. L'armement, après de nombreuses hésitations, sera le canon de 8,8 cm long de 56 de calibre, soit 4928 mm. C'est un dérivé de la pièce antiaérienne Flak 18, qui a fait ses preuves durant la campagne de France contre les chars les plus lourdement protégés. Le problème avec ce genre de canon est le recul. Donc, on installe un frein de tir hydraulique et en récupérateur de colonne un ressort pour contrôler une partie des secousses à l'ouverture du feu. La masse du char doit absorber le reste de la secousse. La culasse est semi-automatique, car la douille qui est éjectée en fin de recul descend automatiquement pour tomber dans un panier de toile. Puis, un nouvel obus est remonté et mis dans le chargeur. Le canon est de nouveau prêt à tirer. La mise à feu électrique est placée sur le volant du tube. La tourelle peut effectuer une rotation sur 360 degrés en 60 secondes. Grâce à un moteur hydraulique en prise sur l'arbre de transmission qui traverse le bas de la caisse. En cas de panne, ce système peut être déconnecté et la rotation s'effectue alors à la main grâce à un ou 2 volants reliés à des boîtes d'engrenage en prise sur la circulaire de la tourelle. Les munitions dans le char Tigre sont réparties en plusieurs obus. Il y a 23 obus explosifs, 61 obus perforants à coiffe balistique et 8 obus à noyau en tungstène. Au total, le char Tigre bénéficie de 92 coups. Le tireur dispose d'une lunette binoculaire graduée jusqu'à 3000 mètres, mais celle-ci sera remplacée en février 1944 par une TZF 9C monoculaire, car cette lunette est beaucoup plus précise que la précédente. Le tireur a 93% de chance de toucher une cible de la taille d'un char à 1000 mètres. Mais à 3000 mètres, le pourcentage descend à 19%. L'armement secondaire du char consiste en 6 lance-pots fumigènes qui sont actionnés électriquement et montés sur les flancs de la tourelle. Mais cet équipement sera supprimé dès juin 1943, car il s'allume sans cesse suite au tir des armes légères ennemies. En janvier 1943,
Pour améliorer la qualité de la défense rapprochée face à l'infanterie soviétique qui attaque à l'angle mort du char, 5 lance-mines S sont ajoutés, un sur chaque coin de la superstructure de la caisse et un 5e à la même hauteur sur le côté gauche qui est légèrement en retrait du puits de tourelle. En octobre 1943, ces lanceurs seront démontés pour être remplacés en mars 1944 par un lance-grenade de 92 mm placé sur le toit. Cette arme est capable de pivoter sur 360 degrés et peut lancer des projectiles fumigènes à fragmentation, explosifs ou encore des fusées de signalisation. L'armement secondaire se compose également de 2 mitrailleuses MG34 de 7,12 mm pouvant atteindre une cible à 1200 mètres. L'une traverse la plaque avant droite de la caisse et est servie par le radio grâce à un viseur KZF2. La deuxième MG34 est mise à la disposition du tireur car elle est montée de manière coaxiale à droite du canon de 8,8 cm. Par la suite, une MG42 de 7,92 mm destinée à la défense antiaérienne sera installée lors du montage du tourello moulé équipé d'un rail. La dotation en projectiles de 7,92 mm atteint les 4800 coups, chiffre porté à 5250 cartouches avec l'arrivée de la troisième arme automatique. Un pistolet mitrailleur MP38 ou MP40 chambré en 9 mm Parabellum est également disponible avec 192 balles en stock. Passons maintenant à l'équipage du char. Le char Tigre est doté de 5 membres d'équipage. Il y a le chef de char qui commande l'équipage, qui observe le terrain, choisit les meilleurs itinéraires à emprunter et sélectionne les objectifs pour pouvoir les détruire. Il y a le chargeur qui surveille l'approvisionnement et le stockage des obus. Il s'assure de l'état des douilles des obus, s'assure du bon état du tube du canon, du bon fonctionnement et de l'alimentation de la mitrailleuse coaxiale. Il s'assure aussi que le mécanisme de la tourelle fonctionne parfaitement avant de partir en mission. Il y a le radio qui manipule le poste émetteur-récepteur Fugue 5, qui manie la mitrailleuse MG34 sans rotule en glacis, et il est souvent de corvée, c'est-à-dire que c'est lui qui cuisine, qui recherche un endroit pour que l'équipage puisse se reposer. Il y a le pilote, dont la mission est de vérifier les niveaux d'eau, d'essence, d'huile et le chargement des batteries. Quand il pilote son char, il doit faire attention à ne pas présenter les parties vulnérables à l'ennemi. Il doit observer le terrain et c'est lui qui dirige les travaux de maintenance de la machine. Et il y a le tireur. Sa mission est d'assurer la rotation de la tourelle, d'observer le terrain, d'effectuer la visée, de pointer le canon et de faire feu avec le canon et la mitrailleuse coaxiale. Sur les premiers chars Tigre déployés en Tunisie en 1942-1943, pour la 501, un insigne est arboré. C'est un tigre stylisé rampant. Mais cet insigne ne sera visible que sur les chars Tigre en Tunisie. Pour ce qui est des éléments d'identification du char, eh bien il varie d'une campagne à l'autre. En Tunisie, de grands chiffres tactiques sous forme de liseré blanc peints au pochoir. Une fois intégrés au Panzer Regiment 10, les Tigres porteront des numéros de grande taille peints en rouge et cernés d'un liseré blanc. En URSS, les chars arborent des numéros tactiques de petite taille, centrés sur l'avant de la tourelle. Peints à la main, ces numéros sont formés d'un liseré noir. Sur le Tigre 2, les équipages vont numéroter leur Panzer avec des chiffres rouges de taille moyenne cernés d'un liseré blanc. Le numéro tactique est systématiquement apposé sur le flanc de la tourelle sous la marque du Balkenkreuz. Il faut savoir que plusieurs panzers qui viennent d'autres unités, le numéro tactique sera mis sur les flancs de la tourelle à l'aide d'une peinture blanche. Comme pour la 502, l'insigne dessiné sur les Tigres est un éléphant noir. L'intérieur est à la couleur du camouflage du char. En 1942, un système de numérotation tactique à un seul chiffre blanc sur la tourelle est en vigueur. L'année suivante, la première compagnie adopte un numéro à 2 chiffres blancs. Par la suite, les 3 compagnies passent à 3 chiffres noirs unis, puis à 3 chiffres rouges liserés blancs à partir du début de 1944. Une grande Balkenkreuz est souvent observée sur la partie latérale arrière de la caisse de Tigre 1 de l'unité.
Chaque unité aura son insigne pour arborer son nouveau char Tigre. Les premiers à recevoir le Tigre sont la 501 et la 503, qui doivent s'entraîner durement avec les 20 Panzer VI Porsche. L'OKH, l'Oberkommando des airs, décide d'envoyer ses chars et leurs équipages en Afrique du Nord. Et ils doivent y être au plus tard avant la fin de l'été 1942. Mais un problème survient. Le système de refroidissement par air du moteur va mettre en retard la production du Tigre Porsche. Finalement, Berlin opte pour affecter à ses unités en Afrique du Nord le Panzer VI de Henschel, au début août 1942. C'est de cette campagne que va naître la légende du Tigre 1. Ces deux nouvelles unités de la 501 et la 503 sont sous les ordres du major Hans-Georg Luder et doivent s'entraîner au camp d'entraînement d'Ohrdruf. Mais quand l'unité arrive, les chars ne sont pas encore disponibles. Il faudra attendre fin août pour que le premier char Tigre soit affecté à une unité sur le terrain. Pendant ce temps, la guerre continue en Libye. Le 26 mai 1942, l'Afrika Korps du général Erwin Rommel démarre une nouvelle offensive contre les troupes alliées. Les troupes allemandes parviennent à contourner la ligne Gazala et s'emparent du port fortifié de Tobrouk. Face à ce succès, le renard du désert, surnom donné à Rommel, ordonne à ses troupes déjà épuisées par les précédents combats de pénétrer en Égypte pour poursuivre ce qui reste de la 8e armée britannique qui bat en retraite. Mais, en juillet 1942, l'offensive italo-allemande est stoppée à El Alamein. Rommel, épuisé et malade, est obligé de rentrer en Allemagne pour se faire soigner. C'est pendant sa convalescence que ses supérieurs lui promettent l'envoi de 40 chars Tigres des unités 501 et 503. À cette date, la 501 n'atteint même pas sa dotation complète, puisqu'elle n'a en sa possession qu'une poignée de Tigres et 16 Panzer III, qui sont séparés en 2 compagnies. Informé du transfert de ses chars en Afrique, le major Luder entame la tropicalisation de ses chars, y compris les Panzer VI Ausf E, avec l'aide d'ingénieurs de la FIM Henschel et des motoristes de Maybach. Le 23 octobre 1942, Montgomery lance une offensive majeure contre les positions de l'Axe. La Panzer armée n'a en sa possession que 265 Panzers, et elle doit faire face à 2378 chars du côté allié. Bombardées et harcelées, les forces de l'Axe finissent par lâcher prise au début de novembre 1942 et se replient de toute urgence vers l'ouest, en direction de la Tripolitaine. Le 8 novembre 1942, les troupes américaines et britanniques débarquent en Algérie et au Maroc, sous le nom de code Opération Torche. Malgré que l'avance des Alliés vers la Tunisie soit lente, Hitler ordonne d'envahir la zone sud de la France pour contrer un futur débarquement dans cette région. L'Afrika Korps, lui, continue son repli en bon ordre et s'établit sur la ligne Mareth, qui se trouve à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Rommel prévoit de maintenir ses forces le plus longtemps possible en Tunisie. C'est dans ce contexte que l'Oberkommando des airs ordonne le transfert progressif de la Schwere Heere Panzerabteilung 501 vers l'Afrique du Nord. Mais suite au retard accumulé par Henschel, la 501 n'a pas tous les équipements qu'il faut. Elle n'a en sa possession que 10 Tigres et 25 Panzer III Ausf N, armés du 7,5 cm KWK L24. Malgré ce retard, l'unité entame son transfert en Afrique du Nord. Le 20 novembre 1942, les 3 premiers chars Tigres roulent sur la terre d'Afrique et atteignent Bizerte 3 jours plus tard. Les autres chars Tigres vont continuer à arriver sur les arrières du front de l'Axe à Tunis et Bizerte. Ils sont mis dans une zone sécurisée où ils seront révisés pour être parés au combat. La pression alliée se fait de plus en plus forte et ordre est donné d'engager les chars Tigres. C'est le 1er décembre 1942 que les Tigres connaissent leur baptême du feu. Ils agissent sous les ordres du major Luder, qui connaît le secteur. Les chars gagnent leur zone de rassemblement située à 7 km à l'est de Djeddah. À 13h, les panzers se déploient en ordre de bataille, puis entament leur marche d'approche. 2 heures plus tard,
Les équipages discernent les premiers signes de leur adversaire, mais ils ne sont pas considérés comme une menace pour les panzers qui poursuivent leur route sans se préoccuper d'eux. Quelques minutes plus tard, ils obliquent et aperçoivent que l'endroit est gardé par des medium tanks M3 Lee. Cette fois, l'assaut est donné. Suite à la présence de feuillage, les panzers vont se rapprocher pour avoir plus de chances de les détruire. La distance d'engagement est de 150 mètres et les chars Tigre deviennent vulnérables face aux M3. Mais les plaques de blindage allemandes résistent bien aux obus des M3. Les Américains, eux, perdent 2 M3 Lee avant de décrocher. Au cours de leur repli, d'autres M3 sont pulvérisés par les canons 8,8 cm qui tirent cette fois à longue portée. Les Alliés font désormais la connaissance d'un nouveau char allemand, plus résistant, le char Tigre. À la fin de la campagne de Tunisie, les chars Tigre, ne pouvant plus être mis en état, sont détruits à l'explosif par les Allemands. La campagne d'Afrique du Nord laisse un goût amer à l'Allemagne, puisque plus de 275 000 soldats allemands sont faits prisonniers. Bien sûr, je ne vais pas entrer au cœur des campagnes ou des batailles que le char Tigre a réalisées durant la guerre, parce qu'il s'agit d'une autre histoire. En effet, il a fait son baptême du feu en Afrique du Nord, mais au fil de l'évolution de ce char Tigre, il sera envoyé sur le front de l'Est, comme en Ukraine, en Biélorussie, où il va causer des dégâts aux chars T-34 soviétiques, en Normandie, en Italie et en Allemagne. C'est à partir du 14 juillet 1944 que le Tigre II fait son apparition sur le champ de bataille à l'Est. En août 1944, les Soviétiques vont capturer un char Tigre intact de la Stabskompanie. Mais surtout, à l'intérieur du Panzer, les soldats soviétiques mettent la main sur de nombreuses cartes et un bon nombre de documents secrets. Les Soviétiques vont le récupérer et vont inscrire sur le canon « Gloire à Korobov », ce qui est un hommage au commandant du 2e bataillon blindé de la 53e brigade de chars de la garde, du major Korobov. Sur les 3 bataillons SS de Tigre, la Schwere Panzerabteilung 503 est celle qui enregistre les scores les plus élevés sur la destruction du nombre de chars alliés ou de pièces d'artillerie. Au total, elle détruit 1700 chars alliés et 2000 pièces d'artillerie. Au total, la 503 a perdu 252 Tigres. Le char Tigre sera dans les divisions les plus célèbres du Troisième Reich, comme dans la division SS Totenkopf. Depuis avril 1942, le docteur Ferdinand Porsche dessine un nouveau modèle, le VK4502, qui est tout simplement le Tigre II. C'est lui-même qui va dessiner la tourelle et va donner ses nouveaux schémas à Krupp, car la tourelle doit abriter un canon de 8,8 cm de 71 de calibre. Le reste des éléments du char est pratiquement identique à celui du Tigre I, mis à part le moteur qui sera différent, puisqu'il sera constitué d'un bloc diesel. Mais ce moteur n'est pas fiable, et des changements se font encore et encore. Cette fois encore, le groupe Henschel, qui a déjà produit le Tigre I, va produire le Tigre II, qui va prendre la désignation de VK4503. Une commande de 176 chars Tigre II est passée auprès de Henschel, alors que ce nouveau char n'a pas encore été testé. Car même s'il va ressembler au Tigre I, plusieurs changements ont lieu, comme le blindage. Le blindage frontal va passer de 100 mm à 150 mm. Krupp va livrer la nouvelle tourelle voulue par Porsche, même si ce dernier va finalement céder son fauteuil de président de la Panzerkommission à Still von Heidenkampf, le dirigeant de Henschel. Porsche, confiant de son succès, a demandé 50 exemplaires de sa tourelle, qui est dotée d'un système électrique assurant sa rotation et qui est déjà assemblé pour le VK4502. Les 50 premières tourelles sont installées sur les 50 premiers châssis dessinés par Henschel. Mais, par la suite, cette tourelle sera remplacée par un modèle plus simple à rotation hydraulique, dessiné par Henschel et fabriqué par Wegmann. Finalement, 489 Panzer VI Ausf-B, Tigre II, sont produits avant que les usines allemandes ne soient capturées en 1945.
mais seuls 182 seront acceptés par le Wavproof 6 pendant la période 1944-1945. Toutefois, le modèle dessiné par Porsche est différent, puisqu'il privilégie le côté arrondi pour faciliter le ricochet des projectiles. Le masque de canon mesure 150 mm d'épaisseur et la partie frontale affiche 110 mm. Mais son dessin est mal pensé, car les obus vont dévier en bas du char. L'épaisseur de la partie haute de la superstructure est de 40 mm, donc elle peut être facilement endommagée. Henschel va changer cela et va épaissir la partie frontale à 180 mm, ce qui évite d'avoir beaucoup trop d'inclinaison. Le glacis de l'engin développé par Henschel mesure 150 mm pour une inclinaison de 50 degrés. Les flancs par contre n'ont que 80 mm et sont donc vulnérables. La rotation de la tourelle est actionnée par une commande hydraulique dont la pédale est située au pied du tireur. Mais si le système tombe en panne, le tireur a à sa disposition un volant et doit effectuer 700 tours. Un gros cadran est placé à gauche du tireur et visible par le chef de bord et indique la position que doit prendre la tourelle. Sur le plancher circulaire de la tourelle sont installés le moteur hydraulique de rotation, le compresseur d'air pour l'évacuation des fumées de tir dans le tube et le panier de récupération des douilles de la mitrailleuse coaxiale. Le Tigre 2 est équipé du HL 230 P30 de 700 chevaux avant d'être remplacé par le HL 234 de 900 chevaux. Grâce à 860 litres de carburant répartis dans 7 réservoirs, l'autonomie moyenne atteint les 140 km sur route et 90 km en tout terrain. Mais ce sont des chiffres qui peuvent être revus à la baisse, si le pilote doit par exemple forcer la mécanique ou si le relief est difficile à parcourir. Le canon est un canon 8,8 cm KWK 43 de 71 de calibre. Le tireur dispose d'une commande de mise à feu électrique doublée d'un dispositif mécanique de secours. Une fois le tir effectué, l'ouverture de la culasse occasionne une injection d'air comprimé, mais grâce à un compresseur, la fumée peut s'évacuer facilement. Le tube du 8,8 cm KWK 43 n'a qu'une durée de vie limitée à 1500 coups en moyenne. Pour faciliter son remplacement, les deux versions de la tourelle présenteront une large ouverture sur la nuque et un rouleau de guidage. Dès avril 1944, le tube monobloc laisse sa place à un modèle en 2 parties pour que les équipages puissent changer seulement la portion usée. L'armement secondaire se compose de 2 MG34, une placée à travers le glacis, l'autre montée de manière coaxiale au canon et une MG42 destinée à la défense anti-aérienne. La dotation en projectiles de 7,92 mm s'élève à 5850 balles conditionnées en sac de 150. Un pistolet mitrailleur MP40 de 9 mm est disponible. Les munitions utilisées pour le Tigre 2 sont les mêmes que celles du Tigre 1. Le 20 octobre 1943, une nouvelle maquette est présentée à Hitler. Le nom de ce futur engin est Panzer Tiger. Hitler est très intéressé par ce genre de maquette, au point de vouloir développer les premiers engins dès le mois de février 1944. Mais sa conception est difficile. Alors Hitler donne l'ordre que sa conception soit prioritaire. Au final, à cause des bombardements et à cause du manque de matières premières, seuls 86 Jagdtiger sont fabriqués. Mais selon d'autres sources, 85 Jagdtiger ont été fabriqués. Ce Jagdtiger a une masse importante, donc les suspensions s'usent rapidement, ce qui nécessite des entretiens fréquents. De plus, le pilote doit choisir soigneusement son itinéraire pour éviter d'enliser sa machine. Si elle s'enlise, ordre est donné de saborder le blindé. Par ailleurs, 2 charges de démolition sont prévues à cet effet. L'une est située sous le canon et l'autre sous le moteur. Pour ce qui est du canon, on commence à penser à récupérer les canons russes de 152,4 mm ou les canons français de 155 mm GBT T419. Mais ces canons ne sont pas adaptés à la tourelle blindée du Jagdtiger.
Alors on pense au tube de 12,8 cm destiné à être monté sur le char super lourd Mouse. Son obus peut atteindre un point fortifié à 8 km de distance et le poids de l'obus est de 28 kg. Au vu de la taille des obus, l'engin ne pourra en transporter qu'une quarantaine. L'équipage peut entretenir lui-même le canon grâce à 6 longues tiges accrochées à l'extérieur du char. Il y a également un cric d'une capacité de 20 tonnes et son bloc de bois, une pince coupante, une hache, une masse, 2 crochets en forme de C, un extincteur, 2 longueurs de câble de remorquage et un câble pour tirer les chenilles quand elles doivent être changées. Tous ces matériaux sont accrochés à l'extérieur du char. Des blindages sont installés sur les flancs pour protéger l'espace entre le bas de la caisse et le haut des chenilles. Mais la plupart du temps, ces blindages sont perdus au fil des déplacements. Le Jagdtiger compte un équipage de 6 personnes. Un pilote, un radio, un chef d'engin, un tireur et 2 chargeurs. Il atteint le poids de 76,2 tonnes. Mais pour d'autres, il atteint le poids de 75,2 tonnes. Le moteur est un moteur de Maybach HL 230 P30 de 700 chevaux. Les 38 km/h sont atteints, mais très difficilement, bien que certains avancent que la vitesse maximale de 41,5 km/h a été atteinte sur une courte distance. La vitesse sur route est de 20 km/h. La vitesse sur tout terrain est de 17 km/h. Mais souvent, le pilote doit baisser sa vitesse à 10 km/h sous peine de mettre en péril sa machine. Il existe d'autres prototypes de ce genre pour satisfaire Adolf Hitler, comme par exemple le 6 février 1943, le Sturmgeschütz auf Fahrgestell Porsche Tiger P mit der Langen 8,8 cm voit le jour. Il sera considéré comme un canon d'assaut, ressemblant ainsi au Jagdtiger, mis à part que son canon sera mis au centre de la tourelle. Ce nouveau modèle sera envoyé sur le front de l'Est. Le 31 mars 1943, le Sturmgeschütz change de catégorie pour devenir un Panzerjäger Tiger P. Et il est toujours notifié comme chasseur de chars. C'est le 1er mai 1943 qu'il prend part à l'opération Citadelle à l'Est. Comme vous avez pu le constater, le char Tigre a subi une évolution jusqu'à la fin de la guerre. Ce char était craint par les alliés occidentaux car un obus pouvait détruire un Sherman. Mais les alliés occidentaux savaient que pour détruire ce char Tigre qu'ils redoutaient tant, il fallait se placer à l'arrière du Panzer. Ce char n'aurait pas pu changer le cours de la guerre, mais il a montré à quel point un char pouvait être une arme de puissance. Une arme qui pouvait effrayer les troupes ennemies. Une arme qui pouvait faire douter l'ennemi. Ce char peut être vu aujourd'hui au musée de Saumur, où 80 ans plus tard, on reste émerveillé par la puissance de ce monstre d'acier qui portait le nom légendaire de char Tigre. Avant de finir ce documentaire, je tiens à remercier Caractère Presse et Édition pour m'avoir envoyé ces 2 livres sur le char Tigre. Car vous vous doutez bien que le documentaire a été écrit grâce à ces 2 magnifiques ouvrages. À l'intérieur, on trouve des détails incroyables sur ce char ainsi que son évolution jusqu'à la fin de la guerre. Si vous êtes intéressé à lire ces 2 ouvrages, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site dont j'ai mis le lien en description. Encore merci à vous pour avoir regardé ce documentaire, pour avoir pris le temps de visionner le site de Caractère Presse et Édition, pour soutenir ce partenaire de la vidéo. Encore un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.